Tout le monde était là, ah oh là là, c'est un gros problème, comment on fait, il va falloir qu'on fasse des développements, ça va coûter 2 mois de développement, etc. Enfin, les gens commençaient à se mettre dans cet état-là. Et moi, j'ai dit, allons voir nos données de messages, combien de messages par utilisateur. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Cette semaine, je reçois Guillaume Jouffre, ingénieur de formation, 50 conseils notamment chez Oliver Wyman, cofondateur et CEO de Gringo depuis 2020. C'est une entreprise à mission dont la mission est de construire un tourisme plus durable. Ils viennent de finir une levée de fonds de 1,2 million d'euros. Guillaume est par ailleurs rentré dans le top 200 des créateurs LinkedIn français d'après Favicon à la 130e place. Bonjour Guillaume. Bonjour Marc. Alors Guillaume, avant de parler data, est-ce que tu peux nous parler de Gringo ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors Gringo, c'est une alternative française éco-responsable et équitable aux grands sites de réservation d'hébergement que vous connaissez. Je ne vais pas les citer, Booking et Airbnb. Oups, ça y est, je les ai cités. Mais globalement, c'est un site de réservation, on peut réserver en 3 clics, très simplement comme sur les grands sites traditionnels. Sauf que nous, on vient faire une sélection d'hébergement qui est basée sur la qualité de l'expérience et sur l'éco-responsabilité des hôtes. Je pourrais y revenir si nécessaire. Nous, on prend moins de commissions que Booking et Airbnb parce qu'on est dans une logique de juste rémunération des hôtes et de juste prix voyageurs. Et plus généralement, voilà, comme tu l'as dit, on est une entreprise à mission. Notre mission, c'est de construire un tourisme plus durable. Et en fait, on a lancé Gringo parce qu'on s'est aperçu que le tourisme était très carboné. C'est 8% de l'empreinte mondiale, de l'empreinte carbone mondiale. Et donc, on s'est demandé un petit peu ce qu'on pouvait faire dans cet espace touristique pour promouvoir un tourisme plus local et moins carboné, qui allie quand même le plaisir à tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Donc, si je résume un peu votre stratégie, c'est à la fois de viser des logements plus durables et à la fois des logements plus qualitatifs pour que les gens aillent moins loin. Voilà, ça, en fait, c'est l'idée, c'est d'essayer de montrer que t'as pas besoin de partir au bout du monde pour passer de bonnes vacances, quoi, en fait. On se dit que, voilà, on est un peu la génération EasyJet, nous, les trentenaires, on nous a envoyé aux 4 coins de l'Europe à 15 €, mais en fait, ce qu'on savait pas, c'est que c'était 300 kilos de CO2, et en fait, nous, on veut essayer de réconcilier un petit peu le plaisir du voyage et l'environnement, et en fait, on le fait sur l'hébergement touristique en sélectionnant des endroits qui ont un petit quelque chose. Ça veut pas dire qu'ils sont plus chers, forcément, mais il y a une expérience, il y a un petit plus, il y a un petit quelque chose, quoi. Et ça peut être le cadre, ça peut être l'endroit, ça peut être l'hébergeur en soi, ça peut être pas mal de choses, mais en tout cas l'idée c'est de raconter un nouvel imaginaire aussi, qui est de dire pas besoin de partir au bout du monde pour passer de bonnes vacances, tout simplement. Trop cool. Alors la data chez vous, c'est là depuis le début, on va dire il y a 3 ingénieurs sur 4 cofondateurs. Qui gère ça ? À quoi ça sert ? À qui ça sert ? Tout le monde l'utilise, la data, parce que c'est assez central. Je dirais que c'est utilisé dans toutes les divisions. Simplement pour contexte, comment on est structuré chez Gringo, globalement, il y a 3 pôles, on va dire, même si on n'est que 15, donc c'est pas non plus une organisation de multinationale, mais il y a un pôle marketing voyageur, il y a un pôle prospection hébergeur, il y a un pôle produit tech au milieu, quoi. Donc, globalement, tout le monde utilise la data dans ces 3 pôles sur des cas d'utilisation relativement différents. En termes de gestion, c'est plutôt l'équipe tech qui est chargée d'avoir le setup technique en place, d'avoir une bonne qualité de données aussi. Mais ensuite, on utilise des outils comme Metabase, par exemple, qui vont permettre à tout le business, côté marketing et côté hébergeur notamment, de l'utiliser efficacement sur pas mal de cas d'usage que je pourrais te détailler si ça t'intéresse. D'accord, donc Metabase, outil de business intelligence, on va dire, c'est toi qui le manipules directement ? À peu près tous les jours. Tous les jours sur les cas d'usage, typiquement. Donc, déjà, quand on est CEO, on a besoin d'avoir une vision claire de ses ventes, très simplement. Donc, moi, j'ai tout un tas de dashboards qui me permettent de monitorer en temps réel le business. Je sais combien j'ai fait de résas ce mois-ci, combien le mois dernier, combien la même chose il y a un an. Je sais hier comment ça s'est passé parce que j'avais une grosse opération de communication. Je sais en live tous mes taux de satisfaction client. Enfin, en tout cas, j'ai toutes les métriques business qui me permettent de piloter un petit peu, moi, le business en tant que CEO. Ensuite, on va l'utiliser sur des cas beaucoup plus pratiques dans certains cas. Exemple, alors je sais pas si je veux parler du truc le plus avancé tout de suite, mais un exemple d'utilisation qu'on a pu utiliser, c'est au service client, par exemple. On avait plusieurs demandes à un moment pour avoir des expériences de style yoga. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est assez en lien avec notre cible, on va dire. Et on n'avait pas de data, on n'avait pas de filtre ou rien que ce soit en rapport avec le yoga. Donc là, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que tiens, si on allait chercher dans Metabase tous nos hébergeurs qui avaient le mot yoga dans leur description,
En fait, on pourrait fournir une liste à ces demandes clients de, tiens, voilà les listes des hébergeurs qui ont une expérience yoga ou compatible. Et en fait, ce qu'on a fait en quelques heures, avec le setup technique qu'on a aussi de création de filtres, de l'admin back-office business, en quelques heures, en fait, on s'est retrouvé à avoir la liste de tous les hébergeurs qui ont l'expérience yoga, créer un filtre et répondre aux clients, voici, on vient de créer un filtre juste pour vous, tous les hébergeurs qui offrent une expérience yoga. Donc ça, c'est un cas très concret de la puissance de la data, je trouve, parce que si on avait dû répondre à cette demande client, on a 500 annonces hébergeurs, il aurait fallu chercher chaque annonce, est-ce qu'il y a yoga dedans, pas dedans, etc. Enfin, ça aurait pris des jours, quoi, littéralement. Et là, en quelques heures, grâce à la data et grâce au setup technique, on peut offrir un service très qualitatif et un taux de satisfaction client très élevé sur ce type de demande. D'accord, donc en fait, si je résume un peu la répartition du travail, il y a l'équipe technique qui va mettre en place tout ce qui est pipeline, data, structuration, faire en sorte que ce soit facile de faire des queries, faire des recherches, isoler des champs de texte, faire tout type de transformation dessus. Et les transformations, les recherches, l'utilisation, la consommation de la data, celle-là, finalement, elle est relativement simple et c'est le CEO qui l'a fait directement, quoi. Voilà, le CEO ou d'autres gens dans le business, bien sûr. Moi, je parle là de mon cas très concret, mais plein d'autres personnes l'utilisent au marketing, côté prospection hébergeur aussi. Enfin, voilà, on l'utilise aussi pour faire de la curation. C'est-à-dire, par exemple, tiens, il y a tel hébergeur qui a tous ses calendriers bloqués. On a, par exemple, 10 hébergeurs. Je peux savoir en live qui est offline et pourquoi, quoi, par exemple. Donc, c'est utilisé partout, mais clairement, le fondement, au début, c'est d'avoir un setup technique propre et d'avoir de la donnée qualitative et fiable, quoi, surtout. Dès qu'on n'a pas ça, on voit qu'au business, ça sert à rien finalement. Je prends un exemple, c'est Google Analytics. Il y a eu des migrations récemment de GA4 pour analyser d'où vient mon trafic, comment ça se passe, etc. avec un setup technique beaucoup plus lourd que sur GA classique. Vu qu'il y a eu des difficultés de setup et un setup technique pas optimal au début, on n'avait rien d'exploitable, quoi. Et donc ça, pour le coup, on était un peu à l'aveugle parce que on ne sait pas d'où vient notre trafic. Tiens, on a fait telle opération de communication, on a mis tel budget marketing ici. On est incapable de le traquer si le setup technique ne suit pas. Donc le setup technique, clairement, est fondamental, quoi. C'est le prérequis pour moi. Un setup technique bien calé, vraiment complet, c'est aussi une difficulté de migration par la suite quand les outils changent. Oui, c'est ça. En tout cas, faut vraiment bien se poser la question de quels outils on utilise. Et il ne faut pas négliger, à mon avis, l'investissement technique pour que tout soit bien robuste. Alors, c'est jamais évident parce que la capacité technique, on le sait, elle est toujours saturée. Il y a toujours des arbitrages à faire entre ça et des fonctionnalités, par exemple. Donc, c'est jamais évident. Mais la valeur business qu'on en retire à long terme, elle est absolument fondamentale, quoi. Mais bien sûr, il faut se poser les bonnes questions au début, quels outils. Et après, on n'est pas à l'abri, bien sûr, d'une migration technique d'un des gros acteurs comme Google Analytics dans ce cas-là. Mais il faut clairement prendre le temps de bien réfléchir à quel setup technique on veut mettre en place, quoi. Parce que ça... Et le mettre en place, moi, ma recommandation, c'est dès le début, quoi, en fait. Dès le début, il faut se poser les bonnes questions. Quel est la plus grosse décision business que vous ayez prise grâce à votre stack data et à cette accessibilité de la data? Alors, c'est une bonne question qui me sèche un peu parce qu'en fait, on en prend d'innombrables décisions et je ne saurais pas te dire, tiens, cette décision-là, elle est fondamentale. Mais alors, je vais t'en citer une qui me passe par la tête. C'est peut-être pas la plus grosse qu'on ait prise. Enfin, c'est en tout cas une qu'on n'a pas encore prise. Mais c'est une décision stratégique, par exemple. Aujourd'hui, Gringo fait que de l'hébergement. Nous, on sait qu'on est une entreprise à mission. On le disait, qu'on serait un tourisme plus durable. Donc nous, bien sûr, on a envie d'aller sur des fonctionnalités sur les transports. On a tout un tas d'indicateurs sur des études de marché classiques qui nous disent que les gens ont un pain point là-dessus. Enfin, les utilisateurs ont un pain point sur les transports. Comment je sais combien de carbone, etc. Et en fait, on a de la data en interne chez Gringo qui nous oriente dans la direction stratégique de développer des fonctionnalités autour des transports. Et un point de données clé, c'est quelle est l'utilisation du filtre gare à proximité sur notre site Gringo. Et en fait, c'est un filtre qui est 3 fois plus utilisé que les autres. Voilà. Donc ça, c'est un insight data concret qui nous fait dire, tiens, nos utilisateurs, en fait, là, ils cherchent des solutions, ils cherchent des logements accessibles en train. Voilà. En fait, ils ont un problème plus général de voyager en train pour voyager bas carbone. En tout cas, c'est dans notre cible clientèle. Et donc, à partir de cette donnée-là, on se dit, au lieu de développer une fonctionnalité, je veux dire, qui améliorerait un tout petit peu ce qu'on fait sur l'hébergement, mais on se dit, non, on va aller développer des fonctionnalités sur les transports. Et donc, on se base sur cette data-là pour prendre des décisions stratégiques qui ont un gros impact, bien sûr, pour la suite de l'activité.
Oui, d'un point de vue stratégique, vous vous dites il y a un gros truc à faire sur le transport parce que notre clientèle est de base quelqu'un qui va chercher à accéder à son logement en train. Et ça, vous le voyez dans vos données directement. Voilà, et en tout cas, sur toutes les décisions qu'on peut prendre, hein, à chaque fois, c'est de la même manière. Alors là, je suis un peu formaté par mon parcours conseil, mais on a une hypothèse, mais l'hypothèse, elle est intuitive, en général. Hein. Et après, on doit être vraiment data-driven pour se dire, tiens, est-ce que là, c'est moi qui me fais un film, ou est-ce que vraiment, il y a quelque chose de tangible qui vient corroborer ce que je suis en train de dire? Donc si moi, CEO de Gringo, je dis, il faut qu'on développe des fonctionnalités autour des transports, c'est est-ce que je me fais un film, c'est moi, ma perception qui est très biaisée, hein, comme chaque individu, on a tous une perception très biaisée, ou est-ce que nos utilisateurs en ont vraiment besoin? Et ça, en fait, c'est vrai pour tous des problèmes, voilà, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Oui, des intuitions qui sont pas bonnes en business, on en a souvent, donc voilà, exactement. Ça vaut le coup de les valider. Et alors, qu'est-ce qui vous limite sur la data là aujourd'hui? Où est-ce que tu sens qu'il y a une limite pour exploiter encore plus toute votre data? Je pense que c'est une question de complexité, hein. C'est-à-dire que, comme je disais, en fait, on a fait un setup technique qui, à mon avis, était déjà d'un niveau de maturité supérieur, hein, à celui qui était le nôtre quand on l'a fait. Et du coup, on se retrouve avec une richesse de data qui est... quand on a de la data riche, il faut l'exploiter. Et ça coûte du temps humain, hein, très simplement parce que on n'a pas encore d'outils aujourd'hui qui permettent de tout seul, voilà, tiens... moi, je suis Gringo, je veux maximiser mon trafic, mon taux de conversion et mes paniers moyens. J'ai pas un outil qui vient me dire ok, c'est ça ta question. Regarde, j'ai analysé tes données de Mixpanel et de Metabase et voilà ce qu'il faut faire. Ça n'existe pas. Trop de variables, voilà, trop de variables, trop de questions à se poser. Il faut avoir un raisonnement très structuré, très spécifique, hein, parce que mon raisonnement à moi va pas être le même que sur un autre site de e-commerce, que sur un SaaS B2B, que sur je ne sais quoi. Hein, donc ça, il faut un humain aujourd'hui pour analyser cette data. C'est ça la vraie problématique, c'est d'avoir quelqu'un à temps plein qui fait que ça et qui a que ça en ligne de mire. Aujourd'hui, on le fait de manière collective. Bon, moi, je suis CEO, je ne vais pas pouvoir passer assez de temps. Il y a quand même un coût d'entrée sur ces outils voilà, qui est non négligeable. Donc c'est ça la principale problématique aujourd'hui, c'est qu'il faut de l'humain quand même à la fin, même si c'est de la data. Un data scientist finalement, là. Vous êtes au stade du data scientist. Exactement, voilà. D'accord. Alors, combien vous êtes qu'on détermine ce seuil du data scientist? Là, on est 15 aujourd'hui. Vous êtes 15, ok. On est 15, voilà. Okay. Peut-être le 16e, le seuil. Je pense que je dirais autour du 20e. Autour du 20e. Autour du 20e. Dans ces eaux-là, parce que là, je pense que voilà, il nous faudrait peut-être d'abord de l'UX designer, parce qu'on n'a pas non plus du UX designer, de product, etc. Donc... je pense que le data arrive dans les entre 15 et 20, quoi, je pense. Plutôt vers 20 que 15. Mais bon, tout est spécifique, encore une fois. Ça, c'est dans le cas de Gringo, on est sur un business de marketplace, quoi. Voilà. Quelle est la plus grande déconvenue que vous avez eue avec la data? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes de ne pas avoir fait autrement, ou bien des inductions en erreur qui ont pu avoir lieu avec la data? Alors, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai envie de te dire non. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà... ça veut dire que probablement, je ne suis pas conscient des problèmes que j'ai. Mais bon, il n'y a rien qui me passe par la tête de spécial. Il faut dire que, aussi, pour le contexte, voilà, on a eu un setup data mis en place par Félix et Antoine, nos cofondateurs, qui sont très, qui mettent une grosse exigence sur le setup technique, hein. Je pense que tu connais Félix et tu sais le degré d'exigence là-dessus. Donc, on avait quand même quelque chose de state of the art, on va dire, dès le début, hein. Donc, j'ai pas eu de déconvenue spéciale. Peut-être que le challenge que j'ai aujourd'hui et la frustration que j'ai, c'est plutôt après de diffuser la culture data en interne. En fait, c'est ça la problématique que j'ai, moi. Ouais. C'est que moi, je sais très bien utiliser Metabase, mais parce que j'y ai passé quelques soirées, quelques matinées. Mais dans mon équipe, il y a peu de gens qui savent bien l'utiliser, quoi. T'es ingénieur de base aussi. Voilà, et j'ai aussi ce background-là qui fait que je suis à l'aise avec ce genre de sujet. Mais le challenge, c'est de diffuser la culture, c'est de faire monter tout le monde sur Metabase. Et c'est ça qui est... sur Metabase ou d'autres outils, hein, Mixpanel ou autres encore, ou Google Analytics. Rien que Google Analytics, hein, tu vois, mes équipes marketing utilisent très peu finalement, alors que c'est un outil fondamental. Donc en fait, il y a quand même un coût d'entrée sur tous ces outils data qui fait que pour le diffuser à l'ensemble de l'équipe, même sur une équipe de 15 où normalement la diffusion se fait bien, c'est ça la difficulté. Et du coup, on n'exploite pas la data à son full potentiel aussi parce qu'il y a peu de gens en fait qui savent l'utiliser. Et là, on devrait faire par exemple dans 10 jours un Lunch and Learn Metabase, hein,
pour apprendre à tout le monde comment se sert de Metabase. Tiens, on va se poser des questions. Combien il y a d'hébergeurs qui ont un bassin de baignade biologique? Regardez, avec Metabase, on peut faire ça, on peut savoir ça en 3 secondes. Tu vois, on va faire des choses comme ça. Sans coder, sans rien, simplement en manipulant une interface. Simplement, en manipulant une interface, complètement no code, il n'y a rien à faire. Hein. Mais c'est ça le challenge, je pense. Quoi, hein. C'est la diffusion culturelle au sein de l'équipe et déjà que tout le monde ait la capacité de le faire, mais aussi le réflexe de le faire et de se dire je vais être data-driven. Quoi. Tiens, il y a un problème qui revient tout le temps. Regardons comment solutionner cette chose-là avec la data ou solutionnons ce problème-là avec la data. Exemple, la dernière fois, par exemple, on s'est aperçu que y avait des utilisateurs qui démarchaient nos hébergeurs en se créant des comptes sur Gringo. Tiens, moi, je vends des solutions, je vends des filtres piscine écologiques. Je vais créer un compte sur Gringo et tous les hébergeurs qui ont une piscine, je vais leur envoyer un message. D'accord. Donc ça, on a des utilisateurs, parce qu'on est dans une phase de scale qui commence à faire ça. Ouais. Et donc là, tout le monde était là, oh là là, c'est un gros problème, comment on fait? Il va falloir qu'on fasse des développements. Mais ça va coûter 2 mois de développement, etc. Enfin, les gens commençaient à se mettre dans cet état-là. Et moi, j'ai dit, allons voir nos données de messages. Combien de messages par utilisateur? Ouais. Et donc, si on voit qu'il y a un grand nombre d'utilisateurs avec un grand nombre de messages, ça veut dire qu'on a un gros problème d'utilisateurs qui prospectent sur la plateforme. Et c'est un problème qu'il va falloir traiter urgemment. Et en fait, rien qu'en faisant une question Metabase très simple, en 3 minutes, littéralement, on se rend compte qu'en fait, c'est localisé sur 3 utilisateurs. On les bannit, point. Et voilà, il n'y a pas besoin de se mettre un gros développement technique qui coûterait peut-être 2 mois de dev, quoi. Mais tu vois, ça, c'est avoir ces réflexes-là pour tout le monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver à un point où vous dites « cette information, il me la manque », vous cherchez à répondre à une question avec vos données, et vous vous rendez compte qu'il vous manque une information, et du coup, vous décidez de la rajouter dans la stack technique, de la collecter. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre d'aller-retour ? Oui. Alors là, j'ai pas d'exemple précis à te donner, mais c'est un truc qui est évolutif. Hein. Quand tu commences à mettre le nez dans la data, clairement, tu foisonnes et tu te dis tiens, j'ai ça, mais du coup, je tire le fil et tiens, je vais aller chercher ça. Et à un moment, clac, t'es bloqué parce que non, là, on n'a pas la data. Donc ça, c'est un truc itératif aussi avec les devs, qui est de se dire, tiens, là, il nous manque ci, ça, est-ce qu'on peut l'ajouter quelque part, etc. Donc oui, c'est un truc où il faut être pareil en mode agile, finalement. Ouais. Et ça crée beaucoup de travail pour les devs, j'imagine. Pas tant que ça, si le setup a été pensé de manière scalable et robuste et agile, quoi. Après, ça dépend des besoins. Il y a des besoins plus ou moins complexes que d'autres. Mais si c'est ajouter un champ de données quelque part dans une interface back-office Django, par exemple, c'est très simple. Ok. Est-ce que tu auras une anecdote à nous partager sur la data ? Oui, une anecdote. Voilà. Donc, une anecdote pour comment on peut servir de la data de manière macro sous toutes les parties du business. Une anecdote, c'est l'anecdote char à voile. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais il y a eu tout un scandale avec le PSG et Christophe Galtier. Bref, le PSG allait en avion à Nantes avec un impact carbone colossal. Galtier a fait une vanne en disant qu'ils allaient y aller en char à voile la prochaine fois, en se moquant un peu des journalistes. Et donc, nous, ça nous a un peu scandalisé parce que l'impact carbone était horrible. Mais du coup, on s'est dit, tiens, il faut qu'on fasse une opération de communication flash où on dénonce un peu ça, quoi. Et en fait, on s'est dit... il y a eu un tas de trolls sur les réseaux sociaux, etc. On s'est dit, tiens, on va troller nous aussi. On va créer un filtre Gringo char à voile où on met tous les logements accessibles en char à voile et on va faire un communiqué de presse à la presse pour dire le filtre char à voile est disponible sur Gringo et voilà, et se marrer un peu avec ça, quoi. Et donc, en termes de data, comment ça s'est... Donc, on est arrivé le lundi matin, littéralement. J'ai fait un post LinkedIn avec la vidéo. Tout de suite, les gens se sont excités en disant c'est scandaleux. Et j'ai dit, voyons voir ce qu'on peut faire avec la data. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que... on a regardé déjà où on pouvait faire du char à voile en France. On a vu que c'était toute la côte atlantique nord, etc. On a collecté la data de tous les hébergeurs qui étaient dans des zones char à voile, c'est-à-dire bord de mer au-dessus de Bordeaux, quoi, globalement. On a créé un filtre char à voile. On a flagué tous ces hébergeurs avec le filtre char à voile. On a créé une page statique dédiée depuis notre admin. On a fait un communiqué de presse. Et à 13h, le communiqué de presse était sorti, la page live sur notre site. Et voilà, on le communiquait sur les réseaux sociaux en mode fun, quoi. Et tout ça, en fait, avec de la data, part d'un truc très marketing, très newsjacking, on va dire. Et grâce à la data, en 1 heure ou 2, on peut opérationnaliser un truc de manière hyper agile, quoi. Voilà.
Ouais, donc vous avez littéralement ajouté un moyen de transport char à voile et on a accès sur Gringo à tous les hébergements accessibles en char à voile. Voilà, alors accessible en char à voile, rigoureusement, rigoureusement, on pourrait mettre tout, hein. Tu peux prendre ton char à voile sur l'autoroute. Mais là, ce qu'on a surtout fait, c'est voilà, des endroits où on peut faire du char à voile, quoi. Et donc, mais il y a encore, je crois, sur Gringo, on l'a juste planqué un peu maintenant parce que c'est froid, sinon ça serait un peu bizarre. Mais voilà, on avait la tête d'Mbappé et de Galtier dessus, quoi. Bref. Comment vous mesurez le succès de ce genre d'opération? Est-ce que vous voyez des retombées? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à mesurer? Déjà, t'as l'engagement sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est un truc sur LinkedIn qui avait fait un... Bon, je dirais pas le buzz, parce que j'aime pas trop ce mot, mais qui avait une bonne traction sur LinkedIn. Après, on avait eu au moins une quinzaine de retombées presse, hein, quand même. Ouais. Des médias qui disaient cette plateforme... le feed char à voile est disponible sur Gringo et en gros qui se marrait un peu du truc, quoi, tu vois, des médias un peu style lifestyle, quoi. Donc tu le mesures direct, hein, c'est-à-dire que globalement tu as eu 15 retombées presse, c'est telle audience, donc ça fait telle visibilité pour la marque, quoi. Et aussi ça, après, de manière moins tangible, les gens de notre communauté qui nous suivent, voilà, t'avais pas mal de gens qui ont commenté en disant trop drôle et tout, quoi. Donc ça engage aussi ta communauté existante, quoi. Ouais. Ouais, les réseaux sociaux, c'est un bon sujet sur la data parce que du coup, comme on l'a dit, tu publies sur LinkedIn, donc tu as une communauté qui commence à être intéressante. Aujourd'hui, est-ce que tu mesures pareil? Est-ce que tu utilises la data pour savoir de quoi il faut parler? Qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? Ouais, alors, paradoxalement, tout ce qui est data, réseaux sociaux, je trouve que il y a un point de friction là-dessus, clairement. Hein. C'est-à-dire que je te parlais du setup technique sur la tech. Hein, moi, j'aurais besoin d'un setup technique sur le volet réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire un truc qui agrège les datas de tous mes réseaux sociaux, qui me fait des analytics de portée, engagement, etc. Pas que sur un réseau social, sur tous en fait, hein, avec des métriques différentes selon les réseaux sociaux, parce que sur Instagram tu mesures pas la même chose que sur LinkedIn. Et ça aujourd'hui, moi en tout cas je l'ai pas. Peut-être que ça existe et que j'ai pas juste eu le temps de le faire, et peut-être que je suis à un niveau de maturité faible là-dessus et qu'il faut que je monte en compétences, mais là, ça se fait de manière basique au gut feeling, quoi. Hein. C'est-à-dire, quand je poste ce type de truc sur LinkedIn, les gens like pas, ça veut dire que ça les intéresse pas ou que c'est nul. Ou tiens, quand je poste ce type de truc, là, les gens s'enflamment. Bon, du coup, ma communauté, finalement, elle veut plutôt entendre ça, quoi. Ou elle veut plutôt que je parle de ça, ou voilà. Ou ce type de contenu, finalement, ça génère de l'engagement. Ce type de contenu-là, non. Bon, du coup, mais pour l'instant, c'est très, très basique. Très gut feeling. Et sur LinkedIn, de manière plus générale, ce que je constate, c'est que sur les comptes pro, tu as des outils qui font des analyses, sur les comptes perso, beaucoup moins déjà. En tout cas, de ce que j'ai pu voir jusqu'ici, quoi. Donc, sur LinkedIn, alors j'avais vu passer un notebook NAS qui permettait de récupérer un peu les analytiques de tes posts, mais c'est un peu plus, disons, c'est un notebook, donc il y a du code et il faut changer un endroit, un jeton, etc. Mais je t'enverrai ça prochainement. Très chaud. Est-ce que tu as une opinion sur le métier de data scientist? Est-ce que, notamment, si tu devais en recruter, qu'est-ce que tu regardes en premier, en deuxième? Alors, il y a data scientist et data scientist. Hein. Je pense que ça me paraît assez vaste comme scope. Hein. Pour moi, je différencierais... Enfin, j'ai pas une très bonne structure mentale des différents profils ou des différents jobs qu'il y a sur data scientist. Mais moi, ce que je vois déjà, c'est que si je prends un profil plutôt data analyst, c'est-à-dire pas quelqu'un qui va commencer à faire du machine learning ou de l'IA, mais quelqu'un qui va plutôt être là, data analyst au service du business, on va dire. Hein. Donc là, moi, quelqu'un dont j'aurais besoin actuellement, qui est... Bon, ton rôle, c'est d'analyser la data pour booster les metrics. Globalement, hein, on a besoin de booster la conversion, on a besoin de booster le trafic, on a besoin de booster les paniers moyens, etc. Moi, je vais rechercher quelqu'un déjà qui est quand même business driven, hein, dans le sens, voilà, je veux pas quelqu'un qui est très fort pour analyser de la data, mais qui marche un peu comme un poulet sans tête, sans savoir vraiment pourquoi il le fait. Ouais, pas besoin d'algorithmique, pas besoin de ce genre de choses à ce stade. On veut du business, quelqu'un qui a une compréhension business. Voilà. À mon stade, je vais avoir besoin de quelqu'un qui est un peu dans un esprit gros hacking, tu vois, qui va se dire, tiens,
j'ai une mine d'or de data là. Mes objectifs, c'est de booster la conversion, de booster telle et telle métrique. Ok, bah, où est-ce que je vais chercher les quick wins pour le faire, d'un point de vue produit ou d'un point de vue autre, à voir. Mais... Donc, je vais chercher quelqu'un qui a quand même le sens de ces objectifs business-là, qui va être aussi curieux, d'aller chercher des leviers d'optimisation et de croissance qu'on n'a pas forcément imaginé. Donc, voilà, on va dire que ça, c'est sur le volet un petit peu soft skill. Après... moi, comme je te le disais, je ne suis pas encore dans un stade où on va faire des choses très avancées pour l'instant. On est plutôt au niveau où, il faut qu'on exploite toute cette data pour en faire quelque chose, quoi. Si c'était à refaire, remonter Gringo de zéro, sur l'aspect data, tu changerais quoi? Tu referais comment autrement? Franchement, je pense pas que je changerais quelque chose. Je pense que si tu me poses la question dans 1 an ou 2, quand on aura poncé toute notre data, je te dirais peut-être, tiens, bah ça en fait. Mais là, au jour d'aujourd'hui, comme je te le dis, moi j'ai l'impression d'avoir un très bon setup data, mais juste pas le temps de l'exploiter, quoi. C'est vraiment ça mon feeling. Si je devais changer quelque chose, en revanche, c'est d'onboarder tout de suite beaucoup plus vite les équipes dans ce sujet data pour que ça diffuse à toute l'organisation et pas juste il y a 2-3 personnes sur 15 qui sont familiers avec les outils et les autres n'en ont pas trop entendu parler, ne savent pas trop les utiliser. C'est surtout ça que je referais différemment. C'est dès le début, clac, je onboard tout le monde sur ces outils data et je crée une vraie culture data dès le début parce que je pense que c'est un muscle pour l'organisation et ça te tire vers l'excellence, vers des raisonnements qui sont vraiment optimisés et rationnels. Et tu construis vraiment un business optimisé, je pense, avec cette arme-là. Et ça, c'est quelque chose que... Voilà, si c'était à refaire, vraiment, il y aurait un onboarding data pour tout le monde, quoi. Et sur tout ce que vous avez utilisé, vous avez dû utiliser pas mal d'outils, tester pas mal de choses. Il y a des choses que vous avez peut-être été déçus, vous avez peut-être laissé de côté. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour pas qu'ils perdent de temps sur la stack que toi, tu gardes à la fin? On a surtout sélectionné déjà dès le début, on a fait le tri dès le début en fait. C'est surtout ça qu'on a fait. Sur ce qui reste à la fin, qui me paraît tout à fait fondamental, comme je te le disais, Metabase pour moi est le fondamental. Le grand gagnant. Voilà. Sur le volet produit, il y a Mixpanel. Mais Mixpanel est un peu délicat. Il y a quand même un coût d'entrée important. Tech. Le bon complémentaire de Mixpanel, c'est Clarity, Microsoft Clarity. Ouais. J'en ai pas parlé, mais lui donne très simplement beaucoup d'insights à fort impact en un claquement de doigts sans coût d'entrée, quoi. Moi, je veux savoir où s'arrêtent les gens sur ma homepage. Je vais sur Clarity, clac, je le sais, avec des heatmaps. Ça remplit un peu des fonctions comme ce que fait Hotjar aussi, par exemple. Mais c'est un truc très facile à setup qui, moi, me donne des datas très qualitatives, à gros impact, décisionnels directs, sans que j'ai à faire d'efforts, quoi. Et une richesse de data aussi, et très user-friendly, business-friendly, quoi, tu vois. Donc moi, c'est ces 3 outils qui me... Et si tu as choisi Metabase, c'est pourquoi par rapport à, on va dire, les concurrents, Microsoft Power BI, Tableau, Google Data Studio? Alors ça, c'est plutôt la question qu'il faudrait poser à Félix, notre CTO. C'est plutôt technique. Voilà, mais je crois que c'est un mix de setup technique, de coût d'entrée, de setup technique, aussi de facilité d'utilisation, de puissance. Ça me rappelle un peu, tu vois, les arbitrages qu'on fait sur des outillages type CRM, par exemple. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, comme CRM, côté sales, on utilise Pipedrive. Mais on aurait pu utiliser Salesforce, mais Salesforce n'était pas du tout assez adapté à notre stade, beaucoup trop lourd à intégrer, beaucoup trop coût d'entrée pour une boîte beaucoup plus grosse et ne correspondait pas finalement à notre stade. Là, je pense que sur la data, c'est un petit peu pareil, finalement. Ouais. Metabase offre un truc nickel d'entrée quand tu es une startup qui démarre. Il y a l'enjeu de coût aussi, c'est gratuit. Donc c'est un truc qui se set up sur ton serveur. Donc voilà, je pense que c'est gratuit, c'est open source, mais après il faut l'héberger soi-même. Voilà, après voilà, bon, tu l'as dans les coûts de serveur, mais en tout cas, ça offre un super rapport qualité-prix quand même à la fin, quoi. Donc c'est ces facteurs-là, quoi. C'est toujours pareil de toute façon, dès qu'il y a un setup d'outils, quel point c'est compliqué, quel point s'adapter à notre stade, qu'est-ce qu'on va en tirer à court terme. S'il faut changer à moyen terme et migrer, on le sait que de toute façon, il y aura un stade où il faudra probablement migrer des choses, mais on sait aussi l'évolution d'une boîte, quoi. Ouais.
Si tu as un conseil pour quelqu'un qui monte une boîte aujourd'hui et qui, on va dire, sur un modèle proche de Gringo et qui doit set up les choses depuis zéro, qu'est-ce que tu lui conseilles comme outil? Qu'est-ce que tu lui conseilles à faire tout de suite? Alors, si c'est un business de la même typologie que le nôtre, hein, où le produit, on va dire, est au cœur de... Donc, l'expérience utilisateur est au cœur du produit, hein, moi, je recommande les outils dont j'ai parlé. Je recommanderais presque en premier des outils de type produit. Donc, je parlais de Microsoft Clarity, mais des outils de ce type Hotjar, Microsoft Clarity, qui se set up très, très facilement, où tu peux avoir des choses directes, quoi, hein. C'est-à-dire, tu fais une landing page, avec cet outil, tu as direct de la data qui te donne beaucoup d'informations, quoi. Donc, c'est ça le point de départ, à mon avis, avant même de penser Metabase, etc. Je pense que Metabase Mixpanel vient dans un temps 2, quand tu as déjà un produit live, déjà des transactions. Voilà, à partir de ce moment-là. Mais dès que tu commences à avoir un produit MVP live qui va plus ou moins scaler, là, je pense qu'il faut mettre en place ces outils-là et vraiment le plus vite possible. Mais voilà, je pense que ça serait mes recommandations comme ça. Quand tu es au stade landing page, de l'analytics produit type Hotjar ou Clarity, et dès que tu es au stade MVP construit, transaction, du Metabase et du Mixpanel un peu plus puissant, quoi. Ok, côté business, on est sur des outils simples à utiliser et qui analysent vraiment l'aspect transactionnel, la clientèle. Le futur pour Gringo, c'est quoi? Alors déjà, peut-être dans un point de vue de data, c'est quoi vos gros chantiers? Analyser cette data, hein. Je pense qu'il faut miner l'or qu'on a. Voilà, il faut faire du mining de cette data, hein. Je pense que qui va le faire, quand, comment, avec quel objectif, ça reste à définir, hein. Vous faites du machine learning chez Gringo? Alors, tout ce qui va être machine learning, je pense que c'est un stade de développement qui n'est pas encore le nôtre. En tout cas, un stade de maturité qui n'est pas encore le nôtre. Aujourd'hui, nous, notre stade de maturité, on va dire qu'il est sur la data, il est intermédiaire. Enfin, en tout cas, moi, je le qualifie d'intermédiaire si je prends un peu de recul sur la situation. Pour moi, le niveau 0, c'est vraiment de mettre en place quand tu n'as pas le setup technique, tu n'as même pas des outils avec des data dedans, que tu les utilises pas, etc. Tu n'exploites pas la data, tu es au niveau, on va dire, démarrage. Nous, là, on est au niveau où on a de la data, hein, mais où on n'a encore pas la capacité d'exploiter toute cette data. C'est-à-dire que la personne en interne qui est data analyst, parce que on n'est que 15 et que il faut faire des choix aussi. Mais en tout cas, on a une mine d'or de data qu'on n'a pas encore vraiment exploitée. On a peut-être exploité 10% du potentiel de cette data. Je pense à toute la data qu'on a notamment sur le produit, avec des outils comme Mixpanel, qui ont de la data très riche sur ce que font nos utilisateurs, tous les tunnels de conversion. Enfin, il y a une data d'une richesse hallucinante. On sait où cliquent les gens, qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ne voient pas, où est-ce qu'ils s'arrêtent, etc. Ça, on n'a pas eu le temps matériel d'exploiter ça à son plein potentiel. Et donc, c'est pour ça que je nous qualifie encore au niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a le setup, on fait quelque chose de la data, mais pas encore à son plein potentiel. Et pour moi, le machine learning vient encore un niveau de maturité au-dessus. Là où tu te dis, en fait, je vais même anticiper. Je vais même anticiper et faire des analyses très complexes, très avancées de ma data de manière projective. Nous, là, déjà, sur l'analyse de l'existant, on a déjà une vision assez partielle, quoi, faute de capacité. Donc, Finalement, avant de commencer à faire de l'intelligence, il s'agit de commencer à regarder toute la data dans son ensemble. Voilà, je pense qu'il faut commencer par les fondamentaux, hein. On a de la data, exploitons-la, analysons-la, tirons-en les conclusions avec les décisions nécessaires, les process de gestion en interne, etc. Et une fois qu'on a ça au propre, ce qui est un chemin dans lequel on est en cours avec Gringo, hein, mais qui nécessite encore pas mal de travail, mais une fois qu'on a cette chose-là en place, là, je pense que des problématiques de machine learning, data science, plus générales, se poseront. Déjà, il y a un POC qui a été fait avec Scopeo, hein, qui nous aide à déterminer le pricing des hébergeurs. Donc, moi, je suis hébergeur, je m'inscris sur Gringo. À quel prix de base je me règle selon plein de paramètres, hein. C'est quoi la taille de mon logement, où est-ce que je suis localisé, etc., etc. Ça, c'est un exemple d'application, hein, parce que les hébergeurs aujourd'hui, certains savent les prix, mais ils n'ont aucune idée de est-ce qu'ils sont dans la bonne gamme de prix ou quoi. Ça, c'est un exemple applicatif. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de valeur, mieux régler les prix, les régler automatiquement, entre guillemets, de façon optimale? Est-ce que c'est une grosse marge d'amélioration? Ça dépend comment on le voit.
hein, mais je pense que de toute façon, tout ce qui est machine learning, etc., va être pour moi plutôt dans un stade 2. C'est-à-dire quand on aura utilisé les leviers d'optimisation les plus basiques, hein, ça sera des leviers d'optimisation qui vont devenir de manière incrémentale. Je pense que là, on a quelques leviers d'optimisation qui sont un peu radicaux, on va dire, et qui vont avoir des gros effets. Mais quand on sera un peu plus mature dans un an ou deux, là, on sera un peu bloqué, on n'aura pas vraiment de grip sur l'optimisation si on ne va pas dans des sujets type machine learning. Et je pense que y a des gros sujets d'optimisation chez nous, hein, c'est tout ce qui va être réglage de prix d'un hébergeur. Et, voilà, c'est très manuel. Si on avait une machine qui automatiquement leur règle leur prix sans qu'ils aient rien à faire et que voilà, leurs prix sont optimisés en temps réel ou sur ce qu'ils ont fait dans le passé, juste les prix du futur sont mis comme ça. Rien que ça, c'est un applicatif qui aura une valeur business énorme. Hein. Ouais. Après, il y a tout ce qui va être ranking algo. Hein. Donc toi, t'es voyageur, t'arrives sur Gringo. Qui est-ce que tu vois en premier ? Je pense que avoir des résultats de recherche qui correspondent à ton profil en tant qu'utilisateur, mais aussi à ce qui est disponible au bon prix, etc. Quand là, il y a du gros potentiel d'optimisation aussi, quoi. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un double enjeu. Il y a celui de mieux setter les prix, on va dire, pour optimiser à la marge le chiffre d'affaires, mais il y a aussi l'adoption finalement de l'outil. Si les prix sont mis n'importe comment, vos utilisateurs, la transaction ne se fera pas, quoi, tout simplement. C'est ça, et donc il y a plusieurs enjeux là-dessous, en fait. Hein. Il y a un enjeu d'expérience utilisateur, de satisfaction client, il y a un enjeu de conversion pour que ça... Parce que si un gars a mal réglé ses prix, la résa passe pas, quoi. En gros, il y a une demande qui est faite, mais la résa n'est pas validée. Et il y a aussi un enjeu d'efficacité opérationnelle, service client, hein, c'est-à-dire que si on doit courir après tous les hébergeurs pour qu'ils aient bien réglé leurs prix, bonjour monsieur, vous avez mal réglé vos prix, est-ce qu'on peut le faire ensemble au téléphone, etc. Enfin, tu vois, ça a un coût monstrueux à l'échelle. Hein. Ouais. Et donc ça, c'est là que la data peut intervenir de style machine learning, par exemple, sur une problématique qui est purement une problématique de scale, en fait. Hein. Oui, c'est pour changer d'échelle qu'on a besoin de machine learning. Exactement, voilà. Ok, pour conclure, sur Gringo, peut-être de façon générale, c'est quoi l'avenir pour vous ? L'avenir, il est de se développer encore plus. Hein. Là, on a un double enjeu, nous, qui est de passer à l'échelle cette offre d'hébergement durable que l'on a et la clientèle qui va avec, mais aussi aller plus loin dans l'innovation et la différenciation avec des fonctionnalités autour des transports, notamment, j'en parlais. Voilà, avec d'autres choses qui vont faire qu'on n'est pas juste un Airbnb Green, mais qu'on est bien plus que ça. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a une roadmap qui est vraiment passage à l'échelle et innovation. Voilà, dans les prochains mois. Donc là, Cette fonctionnalité des transports, tu peux nous en dire plus ? C'est en cours de user research, c'est en cours de... On analyse beaucoup de data pour se faire une idée, on va faire des tests, hein, mais ça peut être des développements techniques qui peuvent être très lourds. Donc il faut y aller étape par étape, tester, prendre de la data, itérer. Et c'est sur un mode vraiment agile de ce point de vue-là qu'on va y aller, quoi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Marc. Merci d'avoir écouté Data Driven 101. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. À très vite.